bonjour, j'allais dire à toutes, mais je ne suis pas sûre qu'il y ait une dame. Non, si, oui. Bon, alors à toutes et tous. Grégoire Lefebvre, Séverine Demarque, on est ravis d'être parmi vous aujourd'hui, d'une part parce qu'on est originaire de la région tous les deux et on représente aussi une société dont le siège social est à Lille, qui s'appelle Advance, qui est un pure player de la cybersécurité. Aujourd'hui, on est là pour vous parler d'un sujet qui vous concerne, puisqu'il s'agit de l'OT et de la cybersécurité, sujet malheureusement très actuel, étant donné ce qui se passe dans le milieu géopolitique actuellement. Donc, on va vous parler de 4 sujets au sein de la cybersécurité. On va vous donner un petit peu de contexte et vous parler des enjeux de ce domaine. On va faire un petit retour sur la cyberattaque qui a touché Jaguar Land Rover. Alors, on a choisi ce sujet-là parce que dans la région question fabrication de l'automobile, on s'y connaît quand même un petit peu. Donc, on s'est dit que ça pourrait être intéressant. On va tirer les enseignements de ceci et on va faire un petit point sur la réglementation. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue Grégoire. Avant tout, on va parler un petit peu des enjeux de l'OT. Aujourd'hui, ce qu'on entend par OT pour les personnes peut-être un peu moins techniques ici, on va prendre en compte l'ensemble du système matériel et logiciel pour surveiller et contrôler et automatiser la production. Donc, on va sous-entendre l'ensemble des équipements qui vont interagir avec le monde physique. On va comprendre donc les systèmes SCADA, les automates, et les différents capteurs et actionneurs que vous pouvez avoir sur les différentes chaînes de production. Certaines spécificités de l'OT que vous connaissez très bien aujourd'hui en tant qu'industriel font une grande différence par rapport à la cybersécurité IT. Aujourd'hui, en OT, on a une production 24/7 et les arrêts sont très coûteux. C'est quelque chose de très important à prendre en compte par rapport à la cybersécurité IT traditionnelle. On va pouvoir déployer nos mises à jour un peu n'importe quand. C'est pas du tout le cas avec l'OT. On doit prendre en compte ce facteur-là. On a également toute la partie durée de vie des équipements qui va être bien souvent supérieure à 15 ans et ce qui va créer des failles béantes dans vos systèmes et des vulnérabilités à prendre en compte sur le long terme. Et ensuite, on va avoir bien évidemment toute la partie interaction avec le monde physique. Aujourd'hui, une faille de cybersécurité sur un système industriel, ça peut avoir de grosses conséquences sur le monde physique, notamment en termes de safety, de risque pour l'homme, pour l'environnement et pour les actifs industriels qui peuvent être parfois assez fragiles. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Grégoire, en fait, ce qu'on entend par intégrité, en fait, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait d'altération, de suppression, de modification des données. Et oui, en fait, en ce qui concerne la durée de vie, aujourd'hui, en fait, dans les entreprises, on est habitué à changer nos ordinateurs à peu près tous les 5 ans. Donc, en ce qui concerne l'IT, évidemment, vous n'allez pas changer vos équipements industriels tous les 5 ans. Ou alors, on va avoir des petits problèmes de trésorerie, je pense. En effet, donc lorsqu'on parle de cybersécurité industrielle, on va se baser à la fois sur toutes les couches du modèle Purdue, donc à la fois sur la partie vraiment OT, où on va prendre en compte les systèmes d'entrée-sortie avec l'ensemble de vos capteurs actionneurs, l'ensemble des automates, qui soient Schneider, Rockwell ou Peels ou autres, les systèmes SCADA et ensuite toute la partie système plus généralement appelé IT, avec le système de gestion de la production et les différents progiciels pour gérer toute la partie business. Alors, historiquement, les systèmes OT, IT étaient segmentés. C'est de moins en moins vrai aujourd'hui. Et bien souvent, on a des clients qui se disent « mon système est complètement isolé de mon réseau » et parfois, c'est pas toujours vrai. Puisqu'on va avoir parfois des installateurs qui vont mettre en place certaines solutions sur leur SI et on va se rendre compte que finalement le SI OT qu'on pensait complètement étanche, il n'est pas tant que ça. Alors, on va passer effectivement à la cyberattaque Jaguar Land Rover, mais juste pour revenir à ce que tu disais, effectivement, c'est loin d'être le cas avec l'extension du cloud, notamment aujourd'hui, et puis le problème de la maintenance.
ou de la qualité qui est souvent située dans la partie IT. Donc si votre système IT plante et que votre système outil continue à fonctionner, ben, vous ne pouvez pas mettre en, comment dirais-je, en commercialisation si la qualité ne fonctionne pas. Donc, l'objectif de ce retour d'expérience est de parler rapidement de la cyberattaque Jaguar Land Rover. Vous en avez peut-être entendu parler dans la salle. L'objectif, ça ne va pas être de rentrer non plus trop dans les détails techniques, puisque déjà on ne les a pas à l'heure d'aujourd'hui, parce que Jaguar Land Rover a bien raison de ne pas dévoiler toutes ses vulnérabilités. Mais aussi, l'objectif de ce retour d'expérience, c'est de montrer que cette attaque, avant tout, elle est symptomatique de tout ce qu'on peut rencontrer dans l'industrie. Donc là, on va faire un petit point sur la chronologie. Donc l'attaque est assez récente, elle date du 31 août 2025, donc, où il y a une première détection des activités suspectes sur le SI de Jaguar Land Rover. Et ensuite, on va avoir donc le 1er de septembre, dans la nuit globalement, on va avoir un arrêt total des usines britanniques. Donc, et une revendication du groupe d'attaquants, donc Scatred Lapsus Hunter. Donc en gros, c'est un conglomérat de plusieurs groupes historiques de cyberattaquants. Alors que la production devait reprendre le 24 septembre, l'arrêt a été prolongé en raison de l'enquête qui prenait beaucoup de temps. Et finalement, c'est le 22 octobre 2025 que certaines lignes de production ont commencé à reprendre. Donc effectivement, tout ceci, ça a généré un impact opérationnel puisque les usines ont été mises à l'arrêt durant 6 semaines, ce qui est considérable. On a eu plus de 30 000 employés qui ont été touchés et plus globalement 200 000 personnes sur la chaîne d'approvisionnement qui ont été affectées. Donc un impact financier considérable puisque Tata Motors, qui est au-dessus, qui est propriétaire de cette marque, a évalué les conséquences à peu près un petit peu plus de 2 milliards donc de livres, oui. Et qui se décompose en coûts directs et en décrue des ventes. Alors ça a également eu un impact sur l'économie britannique de manière plus large, avec un repli du PIB sur les mois de septembre et d'octobre. Et puis évidemment un impact réputationnel qui là aussi est très gênant puisque évidemment dans les concessions et les garages, on ne pouvait pas accéder au système de diagnostic. Il y a eu des retards sur les commandes de pièces. On a eu évidemment les ventes de véhicules neufs qui n'étaient pas livrables, donc avec des délais allongés de plusieurs semaines. Et puis évidemment une atteinte à la réputation de la marque à l'échelle mondiale, donc avec un questionnement sur la fiabilité. Oui, pour reprendre rapidement sur l'impact sur la réputation, aujourd'hui ça a eu un impact à la fois donc sur Jaguar Land Rover directement, mais aussi sur l'ensemble du réseau autour. Lorsque vous êtes impacté, ça va être vraiment un impact global sur à la fois vous-même, mais l'ensemble de toute l'économie autour. C'est vraiment les concessions, les garages qui étaient dans la capacité totale de faire des réparations. Et ça crée beaucoup de frustration, surtout que Jaguar actuellement était dans une passe assez compliquée. Ça peut être une des choses qui peut enterrer la marque sur certains territoires. L'origine de l'attaque, il est assez simple finalement, c'est celui que vous connaissez bien, même s'il y a certaines spécificités. On va partir donc sur du social engineering. Qu'est-ce que c'est du social engineering? En fait, tout simplement, c'est lorsque les attaquants vont mettre en place des stratégies vraiment pour faire du phishing ciblé sur différentes personnes au sein d'une organisation pour notamment savoir, voilà, telle personne, elle a ce poste-là, elle a probablement certains accès à des applicatifs critiques. À partir de ça, à partir de toutes ces informations, les attaquants arrivent à faire un phishing ciblé pour cette personne-là. Et si la personne l'ouvre, elle va télécharger ce qu'on appelle un infostealer. Un infostealer, ça va être
un logiciel malveillant qui va en fait s'installer sur votre poste et récupérer l'ensemble de vos informations, donc que ce soit vos logins, mots de passe et autres, peut récupérer les données de votre clavier par exemple. Mais en parallèle de ça, on a une autre technique, ça s'appelle le phishing, parce qu'on adore l'anglais en cyber. C'est le phishing, mais cette fois-ci par appel. Finalement, beaucoup plus simple à réaliser aujourd'hui avec l'IA, et c'est très facile de reprendre la voix de quelqu'un, mais parfois pas forcément, puisque sur une structure telle que Jaguar Land Rover, on est quand même sur des grosses organisations. Pour que tout le monde se connaisse, il faut y aller. Donc, les attaquants arrivent à se faire passer pour le support informatique de Jaguar Land Rover et arrivent à subtiliser donc les identifiants sensibles, donc que ce soit les accès aux différents comptes applicatifs, aux comptes VPN, aux comptes ici particulièrement Jira, parce que c'est principalement ce qu'on a retrouvé dans les fuites de données diffusées par les attaquants. Donc on pense que c'est le point d'accès aujourd'hui. Et j'ajouterais aussi qu'effectivement, vous l'avez peut-être vu dans les actualités, l'IA aujourd'hui, vous pouvez non seulement imiter la voix, mais également l'apparence. Donc ce sont des techniques qui ont été utilisées dans des tentatives qui ont certaines réussi, d'autres avorté, mais ces derniers mois. Et maintenant, on va parler de toute la partie propagation. Alors, ce qui est important de savoir sur l'attaque Jaguar Land Rover, c'est qu'elle a paralysé complètement le système de commande, donc qui est un système un peu plus IT, mais finalement, ça a une répercussion sur le système OT, puisque sans savoir ce qu'on doit produire, on est dans l'incapacité de produire des pièces. Et puisqu'on va parler un petit peu au conditionnel, puisque l'attaque est assez récente, donc on n'a pas l'ensemble des détails techniques, mais il est fort à parier aussi pour qu'on ait un arrêt de production des lignes, quelques failles sur la segmentation entre le système IT et le système OT. C'est aujourd'hui des choses qu'on rencontre assez fréquemment lorsqu'on fait de la cartographie. En fait, on va implanter des sondes directement chez nos clients, des sondes Nozomi, qui sont adaptées au système industriel et qui en fait vont nous permettre d'identifier à la fois tout ce qu'il y a un peu sur le réseau. Donc on va pouvoir tel automate, un poste utilisateur. Et tout ça, ça va nous permettre de faire une cartographie claire pour définir un peu les différentes zones qu'on souhaite segmenter. Oui, tu as raison de le souligner, Grégoire. Pour bien défendre effectivement son usine et ses réseaux, il faut déjà bien les connaître et donc les cartographier. Les enseignements principaux. Aujourd'hui, dans l'outil, on rencontre notamment chez nos clients beaucoup de problèmes et une gestion des accès assez faible. Aujourd'hui, on a des besoins en industrie, notamment sur l'utilisation de nombreux comptes génériques qui tournent. Alors pour ça, on n'a pas trop le choix. On a besoin de rotation régulière des mots de passe. On a souvent rencontré en fait du matériel dont le mot de passe initial n'avait pas été changé et j'en veux pour preuve un événement tout récent qui a eu lieu au Louvre, je crois, ou avec des mots de passe un petit peu triviaux. Oui, et également ce qui est important, c'est l'authentification multifacteur. Alors aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui va vous protéger absolument, mais ça va être une barrière de sécurité en plus qui va vous permettre tout simplement de vous assurer qu'on ne se connecte pas à votre compte à votre place. Alors l'authentification multifacteur, ce qu'on entend par là, c'est ce que vous avez quand vous connectez à votre compte bancaire. Maintenant, donc il y a des lois qui ont fait évoluer ces systèmes d'authentification et en général, vous recevez un code, par exemple par mail ou par téléphone. Mais donc c'est quelque chose que vous connaissez, que vous pouvez recevoir ou que vous êtes, par exemple de l'authentification biométrique par le biais de votre empreinte, de l'œil, etc. Enfin, donc il y a de multiples possibilités. Ensuite, comme on le disait précédemment, une grosse importance sur la segmentation des systèmes IT-OT et surtout sur la mise en place de filtrage. C'est-à-dire que lorsque vous allez avoir certains systèmes qui communiquent vers l'extérieur, par exemple, si on a besoin uniquement d'envoyer un flux sortant du système OT, on va interdire les flux entrants. C'est quelque chose d'assez simple, mais qui va éviter
qui va éviter tout simplement un malware d'arriver sur votre SI industriel. Oui, donc on a plein de systèmes de mise en place de DMZ. En fait, on autorise que certaines adresses IP, que certains protocoles, que certaines machines. Donc vraiment, c'est du filtrage extrêmement granulaire pour éviter tout un tas de problèmes. Quelque chose aussi qu'on rencontre à la fois dans l'IT et l'OT, mais aujourd'hui, quand on se rend directement sur site, on sent quand même que la culture cyber en industrie, c'est pas toujours ça. Donc c'est important aujourd'hui de former les équipes à la cybersécurité, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas utiliser des clés USB non maîtrisées. C'est un des risques aujourd'hui sur votre système OT qui existe, notamment sur les accès maintenance. On a beaucoup de clés USB qui circulent et qui ne sont pas forcément maîtrisées. En soi, il ne faut pas bannir complètement la clé USB, c'est loin de ça le problème, mais il faut avant tout savoir les maîtriser. Concernant le quatrième point, donc la mise en place de solutions de détection proactive. Alors aujourd'hui, on rencontre de nombreux problèmes dans les systèmes OT, notamment lorsqu'ils sont complètement déconnectés du réseau, puisque vous aurez beau mettre un antivirus, si vous ne le mettez pas à jour, ça ne va pas vous servir à grand-chose. Donc aujourd'hui, il y a des systèmes qui existent. Récemment, on a travaillé avec une solution qui permet en fait de containeriser en fait l'ensemble de votre poste et qui va vous empêcher d'utiliser d'autres applications en dehors de celles qui sont prévues pour le poste de travail, pour le poste de maintenance et autres. Et puis le dernier point, on a la communication de crise. Ça, c'est extrêmement important. On en fait, aussi bien Grégoire que moi, beaucoup. Et c'est vrai que, alors, vous allez nous trouver alarmistes quand on dit ça, mais c'est pas... oh oui, mais non, mais moi je suis pas concerné, je suis trop petit, etc. Non, aujourd'hui il y a plein de choses qui s'achètent sur le dark web, qui automatisent en fait les attaques, et même des petites sociétés qui se pensent à l'abri de tout, malheureusement sont concernées. Et effectivement, l'anticipation c'est la clé. Plus vous êtes préparé, mieux vous saurez vous défendre. Parce que on a donc un CISORT au sein de notre société, ce qu'on appelle les pompiers de la cybersécurité. Et quand on les appelle, effectivement, c'est pas bon signe. Mais si vous avez anticipé tout ça, on s'en sort beaucoup mieux. Donc, c'est-à-dire avoir mis en place des procédures, avoir identifié les bonnes personnes qui vont s'occuper de tel sujet, avoir en fait la liste des numéros de téléphone qui va être mise dans une armoire ou une valise spéciale crise. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Enfin, tout ce qui est anticipation, en fait, ça va vous faire gagner du temps parce que quand ça vous tombe dessus, c'est la panique. Oui, pour compléter, donc notamment sur la partie communication, c'est bien d'avoir une liste en dehors de votre SI, bien sûr, avec l'ensemble de vos prestataires, de vos fournisseurs, mais également des différentes entités auxquelles vous pouvez rendre compte selon votre secteur. Donc c'est important d'avoir tout ça au préalable, puisque le jour d'une cyberattaque, vous êtes dans le noir. Donc c'est assez important, voilà, d'avoir une checklist vraiment assez claire de toutes les personnes à contacter, et aussi d'avoir une certaine forme de transparence dans votre communication. Il faut dire uniquement ce dont vous êtes sûr, mais c'est important de le communiquer, puisque généralement, ce qu'on voit avec les clients qu'on accompagne, c'est lorsqu'on met en place une communication assez claire et transparente, eh bien, généralement, les clients et les fournisseurs vont moins vous tomber dessus, puisqu'ils vont être plus dans une démarche de compréhension et d'accompagnement que si vous essayez de cacher des choses, naturellement, ils vont se braquer. Donc, c'est assez important, voilà, d'avoir un plan de communication assez clair. Puis la communication en interne aussi, en fait, bien savoir quelles sont les procédures dégradées à communiquer aux différents métiers quand cela arrive. Donc voilà pour les principaux points donc, qui relèvent à la fois de cette attaque, mais aussi un petit peu de nos expériences personnelles sur le terrain. Et maintenant, je vais laisser Séverine compléter avec un petit point sur la réglementation. Alors celui-là, vous l'attendiez tous avec impatience. Je sais bien que la réglementation, on adore tout ça, n'est-ce pas? Alors surtout qu'en fait, il y a beaucoup de niveaux. Donc il y a le niveau national, il y a le niveau Union européenne, il y a le niveau international.
Donc, on est particulièrement gâtés en ce moment puisqu'on a, alors là, on a pointé trois réglementations qui sont vraiment d'actualité. Donc, NIS 2, le règlement machine et le CRA. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, NIS 2, Network and Information Security. En fait, ça va venir imposer une gouvernance cyber approfondie. Donc, la gouvernance, en fait, c'est qui va s'occuper de quel sujet. Et ça, je peux vous dire que c'est extrêmement important, la gouvernance. Ça paraît pas comme ça. Mais moi, je l'ai vécu au sein d'une mission sur un sujet, on va dire, critique. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de monde qui intervenait dessus. Et au final, quand on a creusé un petit peu, qui faisait quoi, c'était très, très hésitant. Donc sujet brûlant. Voilà, donc imposition d'une gouvernance qui va couvrir l'ensemble des systèmes d'information, donc l'OT. On va avoir 9 objectifs de protection des SI industriels. On ne vous les a pas tous mis, mais on parlait de la cartographie qui est vraiment essentielle, du durcissement des architectures, de la segmentation, des accès distants, la maintenance, c'est quelque chose qui vous parle, et le maintien en conditions de sécurité en gardant en fait en tête l'aspect disponibilité qu'évoquait Grégoire au début de notre intervention. Donc, on a également le sujet de la supervision du SI industriel pour les entités essentielles. Je vais y revenir après. Et puis, en fait, l'augmentation de la résilience, en fait, avec la mise en place d'un plan de continuité d'activité et d'un plan de reprise d'activité, et l'implémentation d'exercices de gestion de crise dont on parlait sur la slide précédente. Enfin, le dernier point, c'est l'évaluation et le pilotage des risques cyber liés aux fournisseurs et aux prestataires qui interviennent sur les systèmes OT qui nous intéressent, là, pour les entités essentielles et importantes. Donc, les entités essentielles et importantes, parce que n'ayant pas une mémoire d'éléphant, je me suis permis de les noter. Donc, les entités essentielles, c'est tout ce qui a un rôle critique pour la sécurité du pays, donc l'énergie, le transport, la banque, les marchés financiers, la santé, l'eau, et les eaux usées aussi. Dans les marchés financiers, j'en ai déjà parlé. Tout ce qui est infranumérique, la gestion des services TIC, l'administration publique et l'espace. Et les entités importantes, donc c'est tout ce qui est défini en fait par l'ANSSI en dehors des domaines que je viens d'évoquer. Alors, les autres sujets réglementaires dont on voulait vous parler aujourd'hui, c'est le règlement machine et le CRA. Donc, le règlement machine, aujourd'hui, en fait, ça vient harmoniser les réglementations techniques et de conception des machines. Et le but également, c'est d'assurer la santé et la sécurité des utilisateurs de ces machines et de favoriser la libre circulation de celles-ci entre les pays de l'Union européenne. Donc, vous avez en fait ces machines qui comportent des éléments numériques, évidemment, qui vont devoir satisfaire à des exigences du règlement de cyber-résilience et du règlement machine. Et notamment, les fabricants devront réaliser une évaluation des risques cyber en parallèle de l'évaluation des risques traditionnels de sécurité sur ces machines. Donc, les produits concernés par le CRA, c'est tout ce qui va comporter des éléments numériques et dont l'utilisation va comprendre une connexion directe ou indirecte, logico-physique, un dispositif ou un réseau. En revanche, ça ne va pas concerner les produits connectés du monde médical, du monde maritime, aéronautique et automobile, tout ce qui est pièces de rechange, et puis les produits qui comportent des éléments numériques mais qui sont développés ou modifiés à des fins de sécurité nationale ou de défense. Alors, ici, on a encore un joli acronyme, les PEN. On adore les acronymes et les anglicismes en cybersécurité. Je suis désolée, je sais que c'est pénible, mais c'est comme ça. Ce sont les produits comportant des éléments numériques. Donc, les fabricants doivent se conformer aux exigences essentielles de l'annexe du CRA dont on parlait juste avant. Donc, tout ce qui est exigences de cybersécurité et les exigences relatives à la gestion des vulnérabilités. Si tu veux parler de quelques exigences majeures, vas-y, je t'en prie. Oui, donc typiquement, ce qu'on va retrouver dans les exigences du CRA, c'est les produits avec des éléments numériques devront être mis sur le marché sans vulnérabilité connue. Mais ça ne veut pas dire que à partir du moment où vous avez une vulnérabilité,
vous allez devoir retirer votre produit du marché. C'est pas ça l'esprit du règlement. L'esprit du règlement, ça va être de mettre en place tout un système de gestion de la vulnérabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on entend par là ? Ça va être à la fois lorsque vous allez avoir une vulnérabilité sur un de vos produits, notamment si il y a une exploitation par un attaquant qui est connu. Là, vous allez avoir 24 heures, donc le délai est assez court, pour le signaler au CERT-FR et à l'ENISA, donc l'agence européenne qui gère la sécurité, en gros. Et donc, ce sera obligatoire à partir du 11 septembre 2026. Donc, ça arrive très vite. En fait, l'esprit global de ce dispositif légal, c'est de forcer les fabricants, les distributeurs, les importateurs, de les responsabiliser, si je puis dire, et d'instaurer davantage de confiance envers les clients. Donc on a d'autres points, bien sûr, hein. On a les accès non autorisés qui devront être protégés par des systèmes d'authentification, d'identité ou de gestion des accès. On a la confidentialité des données qui est mise en exergue avec le chiffrement. On a une autre exigence qui concerne la suppression des données pour l'utilisateur s'il le souhaite. On a également une exigence qui concerne en fait les tests réguliers et des examens de sécurité pour ces peines. Et on parlait effectivement des vulnérabilités, donc des correctifs et mises à jour qui sont en conséquence de ceci. Donc ils doivent être diffusés rapidement, gratuitement et avec des messages consultatifs. Donc ce ne sont que quelques exemples, hein. Évidemment, la liste des exigences est plus conséquente. On aurait pu vous mettre quelques pages, mais je crains que ça vous aurait peut-être un petit peu endormi. Donc, si vous voulez en connaître davantage, on est à votre disposition. Voilà. Merci à tous pour votre écoute. J'aimerais savoir si ça a été clair pour vous. Est-ce que vous avez appris des choses et est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? J'espère qu'on ne vous a pas trop traumatisé. C'est des questions ? Pas particulièrement ? Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis on vous souhaite une agréable après-midi dans ce merveilleux salon.